Bienvenue ici au bureau, on va tâcher de répondre à une question. Est-ce que tu es prêt à passer à la voiture électrique? C'est parti, on va faire le tour de la question. Avant toute chose et en guise de clause écolo à cette vidéo, sache que si ta voiture marche bien, qu'elle est fiable, qu'elle répond toujours à tes besoins, mon conseil, ne la change pas. Comment ça, mon ref? Elle est déjà là, donc pas besoin d'en fabriquer une nouvelle avec toute la pollution que ça va engendrer et la planète te dira merci. Merci aux clients fidèles. Et tu peux même quitter cette vidéo. Ne quitte surtout pas cette vidéo. This is business. Donc si tu es ici, je vais considérer que tu as besoin de changer de voiture. Mais pourquoi changer? Bonne question. Une voiture qui donne des signes de faiblesse, une fiabilité vacillante, des besoins qui changent, une envie de profiter des nouvelles technologies, les restrictions de circulation actuelles et à venir qui te font peur, Non, rien. un budget carburant et entretien qui explose. Bref, en réalité, les raisons ne manquent pas et n'hésite pas à indiquer dans les commentaires les tiennes, ainsi qu'à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. On va parler quotidien, long trajet, recharge, argent, mais on va commencer par les avantages et les inconvénients du véhicule électrique par rapport au thermique. C'est parti, petit listing non exhaustif des plus et des moins. Du côté des bons points, les voitures électriques sont parfaitement adaptées à un usage quotidien et urbain. Pas de temps de chauffe, sauf pour les pneus, donc pas de surconsommation à froid. Un coût du carburant beaucoup moins cher, un entretien réduit, un intérieur souvent plus spacieux, le couple instantané délivré par le moteur, un rapport puissance-prix imbattable, le confort, le silence, ainsi que la fiabilité supposée. Les mauvais côtés, ce sont souvent des véhicules lourds à cause des batteries, plus haut que leur homologue thermique, toujours à cause des batteries. Les réparations sont plus chères, on va en parler. Il faut recharger régulièrement sur les longs trajets, on va en parler aussi. La technologie est plus récente, donc la fiabilité promise reste encore hasardeuse, même si ça va mieux. Enfin, l'absence de bruit peut être une source de danger pour les piétons en ville ou de frustration à la sortie du péage. J'aime le beauf. Les bases étant posées, il faut voir maintenant de quoi tu as besoin. Si tu veux une voiture pour le quotidien et seulement pour le quotidien, que tu fais peu de kilomètres par jour, alors une citadine fera l'affaire. Peugeot 208, Renault Zoé, Dacia Spring, BMW i3, Nissan Leaf, ça suffira largement. Prévois une autonomie qui couvre 2 à 3 fois ton parcours journalier, histoire de te prémunir contre tout pépin. Un pépene. Et si exceptionnellement tu dois faire un long trajet, il y a le train, l'avion, le covoiturage, Vous pouvez marcher, prendre le métro, le bus. et pourquoi pas louer ou te faire prêter une voiture thermique ou une électrique plus adaptée. D'ailleurs, si tes besoins c'est de bouffer des kilomètres d'autoroute, sache que le critère numéro 1 selon moi, c'est la puissance de charge. Je te demande pardon? Et oui, après 1 an en voiture électrique et plus de 10 ans en scooter électrique, je peux te garantir que l'autonomie, pour moi, ça vient en numéro 2. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je m'explique. Sur un long trajet, tu auras forcément besoin de t'arrêter pour recharger. C'est comme ça. Et il vaut mieux pour toi, en tant qu'être humain qui fatigue, comme pour tes passagers, t'arrêter plusieurs fois, pas trop longtemps, qu'une seule fois, très longtemps. Ah ça. Bon, si tu veux, ça t'empêchera pas de faire une grosse pause. Et du coup, avec une bonne puissance de recharge, tes arrêts ne dépasseront pas 15-20 minutes. Mon conseil, c'est 150 kW minimum. Certains constructeurs proposent déjà des puissances allant jusqu'à 350 kW. Et crois-moi, Ça pousse. après, tu pourras toujours faire des trajets avec des puissances inférieures, 100 kW, 130 kW. Mais il faudra prévoir des pauses allant au-delà de la demi-heure. Et selon moi, Ça fait beaucoup. le plus important reste au final que tu choisisses une voiture qui te plaît et que tes moyens te permettent de t'offrir. On parlera argent un peu plus tard dans cette vidéo, mais l'offre, que ce soit en occasion ou en neuf, est là, présente et riche. Notamment avec une grosse offensive des constructeurs asiatiques. Et surtout, le réveil des constructeurs nationaux. Maintenant qu'on sait quel type de véhicule va te correspondre, une chose très importante. Est-ce que tu es prêt à chambouler tes habitudes? Bonne question. Je vais d'abord considérer que tu es une conductrice ou un conducteur lambda, c'est-à-dire que tu parcours moins de 20 000 km par an. La moyenne en France est à 13 000, donc calmez-vous les gros rouleurs. Et aussi moins de 100 km par jour. Si tu as un point de recharge chez toi, c'est la situation royale. Un garage ou une place de parking avec une prise, ça te permet de bénéficier de l'électricité la moins chère. Et surtout, tu pourras partir
partir tous les matins avec le plein. Il est pas belle la vie. Donc fini la corvée de passer à la pompe avant ou après le boulot, de te salir les mains avec du samplon ou de rouler sur des flaques de gasoil glissant. Si tu n'es pas dans ce cas de figure, deux solutions s'offrent à toi. Si ta voiture est garée en bas de ta fenêtre, une rallonge fera l'affaire. Je l'ai fait à titre personnel en appartement pour mon BMW C Evolution. Noël, avec qui on a fait le tour du proprio de la Tesla Model Y, le fait aussi. D'ailleurs, la vidéo est ici, donc c'est possible. Autre solution moins pratique, c'est de se brancher à une borne à proximité de la maison. Ça va te coûter plus cher en électricité, mais ça sera toujours moins cher que de l'essence. Bon, si on cherche bien, on peut tomber sur des bornes à 12 centimes le kilowattheure. Franchement, ton portefeuille te dira merci. Enfin, si tu n'as pas de garage, pas de prise, pas de rallonge, pas de borne à proximité, ben, achète-toi une voiture thermique. Évidemment. La 504 break est chargée, les neveux sont montés et la grosse malle bleue est sur le toit. Abonne-toi si t'as la ref. Il est temps d'enfiler les kilomètres pour aller voir la belle-mère à l'autre bout de la France. En voiture thermique, on connaît la recette. 1 ou 2 ravitaillements de 3 minutes pour la voiture, voire même 0 avec certains diesels, et on est arrivé. Enfin, ça, c'est si on ne respecte pas les recommandations de la sécurité routière avec un arrêt toutes les 2 heures. En électrique, c'est différent. C'est un peu plus compliqué. Mais si tu as minimum de neurones, Bon, ça passe. le maître mot ici, c'est la planification. Et plus tu planifies, plus tu feras d'économies. Mais on va rester sur la version facile. Déjà, fais en sorte de partir avec le plein. Parce que l'électricité à la maison, comme je l'ai déjà dit, c'est la moins chère. Et assure-toi d'avoir toujours ton câble de recharge dans le coffre. Il est plus important que ton conjoint et il ne doit jamais quitter la voiture. Jamais. Puis tu rentres dans ton GPS, ta destination. Celui-ci disposera quasi systématiquement de la fonction planificateur. Souviens-toi du maître mot. Ce planificateur va calculer le meilleur itinéraire et surtout, il va te dire quand t'arrêter pour recharger, pendant combien de temps et quand est-ce que tu peux repartir. Comme on est dans le mode facile, il faut l'écouter strictement. Pas de chichi. Si t'as pas de planificateur, l'application ABRP est la meilleure, souvent même meilleure que celle de ta voiture. Tu feras ainsi des pauses régulières, tu pourras te dégourdir les jambes, prendre un café. Personnellement, j'ai toujours un ballon de foot et les boules dans le coffre et je suis toujours aussi bidon. C'est mauvais. Pour la recharge sur autoroute, c'est pas compliqué. Soit tu payes en scannant le QR code avec ta carte bleue comme un achat en ligne, soit tu utilises sur les nouvelles bornes le terminal de paiement identique aux pompes à essence. Si ton concessionnaire est gentil, il t'a forcément donné une carte de recharge, tu la scannes et c'est payé. Et s'il est pas gentil, t'as qu'à en acheter une sur internet pour une vingtaine d'euros. Et puis c'est tout. Voilà, c'est payé, la voiture est branchée, elle recharge, tu attends bien sagement ta notification comme quoi ta voiture est prête à repartir et tu répètes l'opération autant de fois que ton planificateur te l'indiquera. Et ce, jusqu'à ton arrivée chez la belle-mère. Ta batterie sera alors au minimum de sa capacité et il ne te restera plus qu'à recharger chez elle ou à la borne d'à côté, avec le câble que tu n'as pas oublié. Magie de l'électricité, tu remarqueras que tu es beaucoup moins fatigué. Pourquoi? Bonne question. Parce que le silence, rouler sans un 6 cylindres en ligne qui hurle à la mort pendant 800 km, ça repose. Parce que tu as pu aussi discuter avec tes passagers sans gueuler. Et parce que les 3-4 vraies pauses que tu as fait pendant le trajet t'ont requinqué. Et c'est pas pour rien qu'elles sont recommandées. Bref, je traverse plusieurs fois la France chaque année. C'est véridique, c'est incomparable, c'est testé et approuvé. Terminé, bonsoir. Par contre, c'est un petit peu plus long que si on faisait le trajet d'un seul trait en thermique. Maintenant, est-ce que de rallonger un petit peu un trajet qui est déjà long pose vraiment problème? Surtout si on le fait que 2 ou 3 fois par an. Pour moi, je pense que la question elle est vite répondue. et c'est 2 fois moins cher en carburant. À toi de voir. Conduire une électrique génère des angoisses, des peurs. Là, pour l'instant, tu n'as pas peur. Maintenant, tu as peur. En vrai, c'est le changement qui fait peur. Les 4 principaux freins à l'achat d'une voiture électrique, selon une étude française, sont l'autonomie, la controverse écologique, le prix, le temps de recharge, et je vais même en rajouter un 5e que j'entends souvent, la peur du blackout. Pour ce qui est de l'autonomie, de la panne sèche. Pour en avoir discuté avec des touristes étrangers, le maillage en France en borne rapide est excellent. Et surtout, il est en constante expansion, boosté en ce sens par les subventions européennes. Donc franchement, si tu tombes en panne, c'est que tu n'as pas du tout planifié ton voyage, que tu ne t'es pas servi de ton GPS, ou que tu as fait exprès de rater toutes les bornes qu'il y a sur les aires d'autoroute. Donc, mais comme tu as vu cette vidéo, ça ne t'arrivera jamais.
Une autre peur liée à l'autonomie, c'est l'attente aux bornes. En 1 an et 26 000 km, je n'ai jamais attendu une seule fois à une borne. Alors oui, j'ai vu comme tout le monde ces vidéos où vous avez des files d'attente aux stations de recharge. Mais c'était aux États-Unis. En France, on n'a pas ce problème, hormis sur quelques rares stations en tension. Par contre, en France, on a déjà vu ça. Plus d'1 kilomètre devant cette station parisienne. C'est insupportable. C'est insupportable. Où ça? Tabassé pour du gasoil. Dans cette station du Val-de-Marne, le gérant est à bout. Tu dégages là. Ou encore ça. En vain. Les gens sont juste sauvages dans des moments comme ça. C'est affolant. Alors que pendant ce temps-là, les conducteurs de voitures électriques, ils étaient comme ça. Découle à nouveau de cette peur, celle du temps passé à recharger. Prenons un exemple, un Lille-Marseille. Ça se fait en 8h30, 9h, d'un seul trait sans s'arrêter, en respectant bien sûr les limitations de vitesse et sans embouteillage. Si on rajoute à ça une pause de 15-20 minutes toutes les 2 heures, ça fait 9h30, 10 heures de trajet. En Tesla Model Y, voiture électrique la plus vendue en Europe et dans le monde en 2023, c'est guère plus. 10h, 10h15, avec 4 pauses de 20 minutes en moyenne. Alors oui, c'est un peu plus long, mais bon, faut rester honnête et doser un peu. Doucement, les gars. Fabriquer une voiture, ça pollue. Et une électrique, encore plus. Donc, je le répète, si ta voiture marche bien et qu'elle correspond toujours à tes besoins, garde-la. Maintenant, si on regarde le cycle de vie entier de la voiture, en partant de sa fabrication jusqu'à sa destruction ou son recyclage, la voiture électrique est grande gagnante et ce, très largement. Et encore plus en France, grâce à notre électricité bas carbone. Pas mal, non? C'est français. Le blackout, ou en bon français, l'effondrement du réseau électrique. Alors, soyons chiants et factuels. Le pic en 2024, c'était le 10 janvier à 19h. Et on n'a pas eu de coupure. Et on exportait même de l'électricité à nos voisins. Or, à quelle heure les gens rechargent-ils leur voiture électrique? Quand l'électricité n'est pas chère. Ben ouais. Donc aux heures creuses. Logique. Donc à partir de 22h. Et à 22h, la consommation électrique en France avait chuté de 10 gigawatts, soit l'équivalent de 2,7 millions de voitures électriques qui chargent en même temps. Ah ouais, quand même. Donc franchement, vous pouvez dormir tranquille, surtout que les batteries des voitures branchées à des bornes peuvent soutenir le réseau électrique français en cas de tension. Donc oui, dormez tranquille. Bonne nuit. Une voiture électrique, c'est cher à l'achat, plus cher qu'une thermique. Et pourtant, la Tesla Model Y, prix d'appel 40 000 € environ, est la voiture la plus vendue. Comment ça se fait? La question est excellente. Cas personnel, avec plus de 2000 km parcourus par mois et une consommation moyenne à 18 kWh, ça me revient environ à 50 € d'électricité chaque mois. Donc même pas un plein d'essence. Mon ancien Peugeot 5008 THP 165 consommait 10 litres. À 2 € le litre, ça fait près de 450 € chaque mois. Si je rajoute le prix du crédit, on s'envole vite. Maintenant, une LOA sur une Tesla, c'est 500 €, plus les 50 € d'électricité chaque mois. Là, faut peser le pour et le contre. Perso, j'ai pas les moyens de rouler en thermique. Mais si t'as les moyens, merci de remplouer les caisses de l'État, hein. Merci aux clients fidèles. De plus, à l'usage et en entretien, la voiture électrique te coûtera beaucoup moins cher. Mais il y a une douille, et il faut le savoir. C'est le prix des réparations. Tant que la voiture est garantie, tout va bien. No problemo. Mais il faut savoir que la partie batterie plus moteur, c'est entre la moitié et les 2/3 du prix de la voiture. Donc s'il y a un problème hors garantie, attention, la carrosserie pour faire la chasse au poids, elle est souvent en aluminium. Et l'aluminium, c'est très cher. Autre chose à savoir, quasiment toutes les manipulations sur les voitures électriques nécessitent une étape importante appelée la consignation. Et elle n'est pas donnée. Elle consiste en gros à isoler électriquement la voiture afin d'intervenir en toute sécurité. Mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'interventions qui se font par simple mise à jour gratuite. Aussi un entretien qui est quasiment inexistant, ou du moins beaucoup moins important que sur une voiture thermique, hors pièce d'usure. Voilà, c'était Slygen. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo beaucoup trop longue. Un peu comme ma... Et encore, il y a tellement d'autres choses à dire sur le sujet. Encore. J'ai essayé d'aller
à l'essentiel. Et si tu es arrivé jusqu'au bout, bravo à toi. J'espère que tu auras appris plein de choses, que ça t'aura aidé dans ta prise de décision. Et si ça t'a plu, on pourra même en faire une autre où on approfondira certaines choses, comme un guide d'achat, les types de bornes, les petites astuces, les applications sur smartphone, etc., etc. On se revoit très bientôt pour un tout nouveau tour du proprio. Pense à mettre le pouce en l'air de l'amour qui fait plaisir, ainsi qu'à t'abonner à ma chaîne et à partager mon contenu. Encore merci et comme le dit Franck Martin, Vous serez toujours le bienvenu. ciao!